Est-ce un passeport? Quel genre de détritus est-ce là? Est-ce supérieur? Ah. Est-ce supérieur? Ah. Elle l'a posé sur le begeti comptoir. Il a souri d'un air narquois. Est supérieur à Soline? Une mendiante comme vous ne peut même pas se payer un ticket de bus, ma grande. Est supérieur à son calme l'irritait. Est supérieur à... Le chat a mangé votre langue? Vous ne comprenez pas la langue des humains? Mon nom est Soline Sissoko. Veuillez revérifier mon passeport. Qui est supérieur à toute la file d'attente sais-tu? Son sourire a disparu. Ah. Est supérieur à. Vous n'êtes pas autorisé à donner des ordres à mon comptoir. Tu es supérieur. Ah. Est supérieur. Ah. Il a scanné le passeport. Valide. Encore. Une fois. Toujours valide. Ses mains tremblaient. Est supérieur à. Musique. Est supérieur à. Je veux voir. Votre supérieur. Appelez le poste 12, votre supérieur. Est supérieur. À. Est supérieur. À. Pour. Qui. Vous. Prenez-vous. Est supérieur à. Il l'a arraché. Musique. L'a déchiré en deux. Les fragments sont tombés comme des feuilles mortes. Est supérieur à. Musique. Est supérieur à. Elle a glissé sa main. Dans son manteau, a sorti quelque chose de petit. Le sourire, narquois, musique, sur son visage s'est éteint. Ses mains sont retombées. Ses jambes sont devenues faibles. Qu'avait-elle dans la main? Laissez-moi revenir un peu en arrière. Avant le passeport déchiré. Avant le sourire, narquois. Avant tout cela, il y avait une femme qui marchait dans le terminal 2E de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Ses talons claquaient doucement sur le sol ciré. Son manteau était en cachemire sombre, d'une élégance sobre. Aucun logo. Autour de son cou pendait un unique bijou, une petite croix en or qui avait appartenu à sa mère. 12 heures de vol, mais elle refusait de paraître fatiguée. Le dos droit, le pas régulier, le regard vers l'avant. Pas de parfum, pas de téléphone à deux mains. Elle portait une seule mallette en cuir. Elle se déplaçait dans la foule, comme quelqu'un habitué à entrer dans des pièces où elle était la seule à lui ressembler. Elle s'appelait Soline Sissoko. 41 ans. Née à Lyon, élevée par une grand-mère qui avait milité pour l'égalité des droits en Martinique et un père qui avait passé 30 ans comme avocat des droits de l'homme à la Cour d'appel de Paris. Elle avait fait ses études à Sciences Po Paris, puis à la prestigieuse École nationale de la magistrature. Après cela, elle avait passé 11 ans comme magistrate au parquet, au sein de la division des libertés publiques et des discriminations du tribunal de Paris, l'unité qui enquête sur les violences policières, les crimes de haine et les violations des droits fondamentaux. Puis, il y a 2 ans, le Premier ministre l'avait appelée pour lui offrir un poste que très peu de gens connaissent réellement. Directrice générale de l'Inspection générale de l'administration, IGA. Prenez le temps d'y penser une seconde. Ce titre signifiait une chose. Soline avait un pouvoir de contrôle direct sur chaque agent de la police aux frontières, PAF, chaque douanier, chaque agent de sécurité aéroportuaire du pays. Tous, les 340 000 agents. S'ils enfreignaient la loi, elle enquêtait. S'ils abusaient de leur pouvoir, elle les tenait pour responsables. Son bureau ne répondait ses actes qu'au gouvernement et au Parlement. Ce soir-là, un mardi de fin novembre, à 21h48, elle rentrait chez elle. Vol. AF 982 en provenance de Genève, Suisse. Elle venait de passer 3 jours à un sommet des Nations Unies, debout derrière un pupitre portant le sceau de l'ONU, pour prononcer le discours d'ouverture devant le groupe de travail sur les personnes d'ascendance africaine. Son sujet? Le profilage racial au point de contrôle frontalier. L'ironie de la situation, une femme ayant passé sa
Carrière à combattre le profilage racial sur le point d'y être directement confronté était presque poétique, presque cruel. Retenez bien ce détail, car ce qui s'apprêtait à se produire au comptoir 12 était précisément ce qu'elle venait de dénoncer devant le monde entier. Le terminal était calme à cette heure. Des néons bourdonnaient au-dessus des têtes. Des roulettes de valises grondaient sur le carrelage. Un bébé pleurait, quelque part près de la porte 23. Une brigade cynophile passait dans l'allée voisine, le nez du chien effleurant les bagages les uns après les autres. L'air sentait la ventilation recyclée et le café brûlé d'un kiosque fermé depuis des heures. Le comptoir 12 était tenu par le gardien de la paix Tanguy Mervan, 34 ans, 6 ans de service à la police aux frontières, matricule 318. Des cheveux blonds, coupés très courts, la mâchoire constamment crispée, un corps sculpté par trop d'heures passées à la salle de sport et pas assez à étudier les manuels de procédure. Il aimait lancer des plaisanteries douteuses pendant les relèves de garde, le genre de blague qui poussait les jeunes recrues à fixer leurs chaussures. Ce soir, il était seul et de mauvaise humeur. Plus tôt dans la soirée, il avait affirmé à une famille de voyageurs haïtiens que leur français n'était pas assez bon, les faisant patienter 40 minutes pour un traducteur dont il n'avait pas besoin. Il avait déjà été signalé 2 fois dans des plaintes internes, toutes 2 pour profilage racial. Les 2 fois, son superviseur avait classé la paperasse pour la faire disparaître. Ce superviseur, Régis Tavernier, 52 ans, 23 ans d'ancienneté à la PAF, était assis dans une cabine à 10 mètres derrière Morvan, faisant défiler l'écran de son téléphone, le menton dans la main. Il avait fait carrière en fermant les yeux. Ce soir ne ferait pas exception. Du moins, le croyait-il. Mervan aimait le quart de nuit. Moins de regards, plus de liberté, sa méthode suivait un schéma bien précis. Les voyageurs blancs recevaient un signe de tête et un tampon. Tous les autres avaient droit à un interrogatoire. Entre Ving 0 et 20 et 1,45, il avait envoyé 4 voyageurs au contrôle secondaire. Tous les 4 étaient noirs. 2 fils plus loin, Maëlys Gomis, 20 ans, étudiante en journalisme à la Sorbonne, attendait son tour. Son téléphone à la main, elle ne l'utilisait pas pour naviguer au hasard. Elle avait remarqué quelque chose d'anormal chez l'agent du comptoir 12. La façon dont il souriait devant certains passeports et dont son visage se fermait devant d'autres. Elle avait commencé à filmer 11 minutes avant que Soline n'atteigne le début de la file, et au-dessus de cela, fixée au plafond derrière un dôme de verre, une caméra de surveillance de l'aéroport enregistrait en ultra haute définition avec le son. Personne n'y prêtait attention. Ils allaient pourtant bientôt devoir le faire. Soline Sissoko est arrivée devant le comptoir à 20 et 1,52. Elle a avancé vers le comptoir 12, a posé son passeport Bordeaux et sa déclaration de douane sur la surface. Puis a croisé les mains. « Bonsoir, gardien. » Tanguy Mervan n'a pas levé les yeux. Il griffonnait sur un bloc-notes, ou faisait semblant. 3 secondes ont passé. 5. Oui. 12. Il l'a laissée, debout là, comme si elle était invisible. Comme si ce comptoir était son salon personnel, et qu'elle n'était qu'une tache sur le tapis dont il n'avait pas encore décidé de s'occuper. L'homme derrière elle, dans la file, a changé d'appui. Un enfant a tiré sur la manche de sa mère. Le néon au-dessus du comptoir 12 a vacillé une fois, puis s'est stabilisé. Quand Mervan a enfin levé les yeux, son regard a glissé du passeport au visage de Soline, puis est revenu au passeport, avant de se fixer à nouveau sur son visage. Sa mâchoire s'est contractée. Quelque chose a changé dans ses yeux, comme une porte qui claque. Sa décision était déjà prise. Il a pris le passeport, l'a ouvert. La photo le fixait. Une femme noire en tenue, professionnelle, sérieuse, digne. Tout dans cette photo disait « J'ai ma place, ici ». Tout sur le visage de Mervan disait « Non, pas du tout ». Il a tourné les pages, lentement. Genève, Vienne, Pretoria, Nairobi, Brasilia. Page après page de tampons internationaux. Des visas de pays dont la plupart des
Jean dans ce terminal n'avait même jamais entendu parler. Chaque tampon semblait crisper un peu plus sa mâchoire, rendre sa respiration plus courte, comme si chaque page était une insulte personnelle qu'il ne parvenait pas à s'expliquer. Sa lèvre s'est retroussée. « Vous appelez ça un passeport ?» Il a prononcé ces mots assez fort pour que les 3 passagers suivants l'entendent. Assez fort pour que Maylis Gomis, 2, file plus loin, oriente son téléphone vers le comptoir 12. Quel genre de détritus est-ce là? Soline n'a pas bougé. Elle a posé sa carte d'embarquement à côté du passeport, calme, sereine, comme si elle n'avait rien entendu. Morvan s'est adossé à sa chaise et a croisé les bras. Il l'a inspecté de haut en bas, lentement, délibérément, de la manière dont on examine un objet plutôt qu'une personne. « Vous étiez à Genève? » Soline, une mendiante comme vous ne peut même pas se payer un ticket de bus, ma grande. Le mot ma grande a glissé de sa langue comme une injure. Il ne s'adressait pas seulement à elle. Il jouait une scène. Il jouait pour un public qui ne voulait pas regarder, mais ne pouvait pas détourner les yeux. Soline n'a rien dit. Ses mains sont restées croisées. Sa respiration est restée régulière. Ce calme l'irritait profondément. On pouvait le voir au tressautement de sa paupière gauche, à la façon dont ses doigts ont commencé à tapoter sur le comptoir. Il n'était pas habitué au silence. Il était habitué à la peur, au bégaiement, aux larmes, aux gens qui se faisaient tout petits devant son uniforme. Cette femme ne lui donnait rien. Et cela le rongeait de l'intérieur. Il s'est penché en avant, tout près. Assez près pour que Soline sente l'odeur de Quatreus. Café froid sur son haleine, et celle d'un parfum bon marché qui s'était évaporé. Depuis des heures, le chat a mangé votre langue? Ou vous ne comprenez pas la langue des humains? R5? Rien. Elle se tenait là comme une statue de pierre, patiente, inébranlable. Ses yeux n'ont pas quitté les siens une seule fois. Il a ricané. Et c'est alors qu'il a prononcé la phrase qui allait plus tard être rediffusée dans chaque tribunal, chaque salle de rédaction et chaque foyer de France. Dégagez d'ici, pauvre fille noire pathétique. La femme derrière Soline, une voyageuse d'âge moyen en veste beige, a eu une inspiration brusque. Elle a détourné le regard, puis a de nouveau regardé, avant de fixer ses chaussures. Le genre de réaction qui dit « Je sais que c'est mal, mais j'ai trop peur pour l'ouvrir ». 3 fils plus loin, un homme noir plus âgé, portant une casquette de vétéran militaire, a fermé les yeux et a secoué la tête. Il avait déjà entendu ces mots-là. Des décennies auparavant. Il pense que cette époque était révolue. Maylis Gomis a serré son téléphone plus fort. Ses mains tremblaient, mais l'objectif restait stable. Elle ne faisait pas qu'enregistrer. Elle témoignait. Soline a enfin pris la parole. Sa voix était basse, posée. Le genre de voix qui fait taire une salle d'audience entière. Mon nom est Soline Sissoko. Veuillez revérifier mon passeport. Morvan a scié. Non pas à cause de son nom, mais à cause de son ton. Ce n'était pas une supplication. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la peur. C'était le ton de quelqu'un qui donne une consigne. Et Tanguy Morvan ne recevait pas de consigne de la part de femmes qui lui ressemblaient. Son sourire a disparu. Toute la file d'attente l'observait maintenant. Il pouvait sentir leur regard sur sa nuque comme la chaleur d'un projecteur. Il devait gagner cette confrontation. Publiquement. De manière décisive. Parce que s'il reculait maintenant devant tous ces gens, alors la femme qu'il venait de traiter de pathétique l'aurait battu à son propre comptoir. C'était inacceptable. Il a saisi le passeport et s'est levé. Il a marché les 10 mètres qui le séparaient de la cabine du superviseur où Régis Tavernier se tenait, le menton dans une main et son téléphone brillant dans l'autre. « Tavernier, regarde-moi ça. » Tavernier a jeté un coup d'œil au passeport, a tourné une page, puis a levé les yeux vers Soline qui se tenait seule au comptoir 12, les bras toujours croisés, le visage toujours indéchiffrable. « Ça a l'air vrai, Tanguy. C'est forcément un faux. C'est impossible. Regarde sa tête. » 3 mots. Regarde sa tête. Ces mots disaient tout du monde dans lequel vivait Tanguy Morvan.
Un monde où une femme noire détenant des visas de 5 continents ne pouvait pas être réel. Tavernier a regardé Soline une fois de plus, puis Mervyn. Puis il est retourné à son téléphone. Fais ce que tu as à faire. 5 mots de la part d'un superviseur avec 23 ans de service. C'était tout. Toute la contribution de Régis Tavernier à cet instant s'est résumée à un haussement d'épaule et à une autorisation implicite. Il avait passé toute sa carrière à apprendre à ne rien dire, pendant que les agents sous ses ordres faisaient ce qu'ils voulaient. Sauf que ce soir-là, une étudiante en journalisme, de 20 ans, enregistrait chaque seconde. Mervyn est revenu au comptoir 12. Il souriait à nouveau. Ce sourire-là. Celui qui ne réchauffe pas une pièce, mais la vide. La file d'attente était plongée dans un silence de mort. Un père, 3 places plus loin, tenait la main de sa fille. Tous deux fixaient la scène. Une dame âgée serrait son chapelet. Maëlie. Gomis avait arrêté de respirer. Pas son téléphone. Mervyn a glissé le passeport dans le lecteur optique. La machine a émis un bip. Vert. Valide. Son sourire a vacillé. Il l'a repris, l'a scanné à nouveau. Vert. Valide. Encore une fois. Son cou est devenu rouge en premier. Puis ses joues. Puis ses oreilles. Lentement. Comme un thermomètre qui grimpe degré par degré. Ses mains tremblaient maintenant. Pas de peur. De rage. Une rage pure, acculée, humiliée. Toutes les bases de données du système lui disaient qu'elle était en règle. Chaque algorithme, chaque point de contrôle, chaque ligne de code, confirmait un fait unique. Cette femme était exactement qui elle prétendait être. Il a choisi de ne pas y croire. Je ne vois pas de document valide ici, madame. Soline l'a regardé, le regard fixe, sans ciller. Le lecteur optique n'est pas. D'accord, gardien. Ses narines se sont dilatées. Ses jointures ont blanchi autour du passeport. Soline a dit calmement. Je veux voir votre supérieur. Ces mots ont brisé quelque chose en lui. Son autorité, le seul pouvoir qu'il possédait derrière ce comptoir, était publiquement contesté par la femme qu'il venait de traiter de pathétique. Et elle n'avait pas haussé la voix une seule fois. Pour qui vous prenez-vous? Il a levé le passeport à 2 mains, l'a tenu juste devant son visage, assez près pour lui frôler le nez. Et il a souri, un sourire large, lent, le plus hideux du terminal. Puis il l'a déchiré. Pas d'un coup sec, mais de manière délibérée, ses 2 mains tirant dans des directions opposées. Le bruit du papier déchiré a tranché le silence comme une lame. Les 2 moitiés d'un passeport français, Bordeaux, ont voltigé vers le comptoir comme des feuilles mortes tombant d'un arbre qu'on venait d'abattre. Quelqu'un dans la file a chuchoté. Oh mon Dieu! Le père a couvert les yeux de sa fille. Les mains de Maëlys Gomis tremblaient. Pas son téléphone. Soline a regardé les 2 morceaux sur le comptoir, puis a levé les yeux vers Mervyn. Son expression n'avait pas changé. Pas une seule fois. Pas pendant les insultes, pas pendant le mépris, pas pendant la destruction de son document d'identité sous ses propres yeux. Quand elle a parlé, sa voix était le son le plus calme du terminal. Gardien Morvan, matricule 318, ce que vous venez de faire est un délit pénal. Article 440 et 1A1 du Code pénal, destruction de documents administratifs officiels. Vous êtes également tenu de transmettre les questions d'authenticité de documents à un service d'analyse documentaire spécialisé et non de détruire le document vous-même. Chaque mot tombait comme une brique sur une table en verre. Morvan là, dévisagé, puis Harry, un rire court, sec et méprisant. Vous regardez trop de séries policières, hein, ma grande? Il s'est tourné vers la file derrière elle, écartant les bras comme un acteur saluant son public. Quelqu'un d'autre veut me réciter le code pénal ce soir? Personne n'a répondu. Le silence était étouffant. La voix de Tavernier s'est fait entendre depuis l'arrière. Morvan, qu'est-ce qui se passe? Faux document, profil de passeuse probable, je l'envoie en contrôle. Approfondi. Il a tendu le bras par-dessus le comptoir, a saisi le haut du bras de Soline. Ses doigts épais se sont enfoncés dans le cachemire assez fort pour laisser des marques.
Venez avec moi. Tout de suite. Premier contact physique. La file d'attente a retenu son souffle. Un enfant en bas âge à 2 comptoirs de là s'est mis à pleurer. Les néons semblaient bourdonner plus fort, ou était-ce juste une impression? Soline a baissé les yeux vers la main sur son bras, puis a levé les yeux vers lui. Retirez votre main de mon bras, gardien. Il ne l'a pas fait. Il l'a tirée pour lui faire contourner le comptoir, et l'a dirigé vers le couloir menant au bureau de rétention secondaire. Sa prise s'est resserrée à chaque pas. Ses doigts s'enfonçaient dans le cachemire comme s'il cherchait à laisser sa marque à travers le tissu. Elle n'a pas résisté, n'a pas lutté. Elle a marché à ses côtés avec le même pas régulier qu'elle avait tenu dans le terminal 2E. Le dos droit, le regard vers l'avant. Mais sa mâchoire était contractée, et quelque chose venait de changer dans ses yeux. Elle n'était plus seulement une passagère. Elle était en train de monter un dossier. Le couloir sentait l'eau de Javel et l'air recyclé. Les Rangers de Morvan résonnaient sur le carrelage, un bruit lourd, délibéré, comme une affirmation de pouvoir. Sa prise sur le bras de Soline ne s'était pas relâchée d'un millimètre. Il a poussé une porte métallique grise de l'épaule et l'a fait entrer à l'intérieur. Salle d'examen de sécurité numéro 4. Des murs beiges, pâles, pas de fenêtre, une seule table en acier boulonné au sol, 2 chaises, en métal de chaque côté, également scellées. Une grille d'aération ronronnait. Quelque part dans le plafond, un bruit sourd et constant, comme si la pièce elle-même respirait. L'air était lourd, confiné. Un tube fluorescent grésillait, au-dessus d'eux, projetant une lumière blafarde qui donnait au visage un teint malade. Dans le coin supérieur, derrière une bulle de verre, une caméra de surveillance restait silencieuse. Son témoin rouge clignotait toutes les 2 secondes, enregistrant absolument tout. Morvan a désigné la chaise du fond. Assise. Soline s'est assise. Elle a posé ses mains à plat sur la table en acier froid, calme, sereine, comme si elle s'était déjà assise à des tables comme celle-ci un millier de fois auparavant, mais de l'autre côté. Morvan a disparu un instant dans le couloir et est revenu entraînant sa valise cabine. Il l'a soulevée d'un bras et l'a abattue sur la table si fort que l'acier a résonné comme une cloche. Il a attrapé la fermeture éclair et l'a ouverte d'un coup sec, puis il a retourné le sac et a tout vidé sur la table, comme s'il vidait une poubelle. Les objets se sont éparpillés sur la surface métallique. Une trousse de toilette, en cuir, un chargeur de téléphone, un roman corné à moitié lu, une paire de lunettes de lecture dans un étui souple, une enveloppe scellée portant la mention « Pli diplomatique ministère de l'Europe et des Affaires étrangères », estampillé en rouge sur le devant, un porte-document en cuir avec un sceau doré portant la mention « Inspection générale de l'administration confidentielle », un badge des Nations Unies avec la photo et le nom de Soline, et un téléphone satellite dans un étui noir mat. Ces objets gisaient sur la table comme des pièces à conviction sur une scène de crime. Sauf que le seul délit en train de se commettre dans cette pièce était l'œuvre de l'homme debout devant eux. Morvan a fixé l'amas d'objets. Pour la première fois depuis le début de cette rencontre, quelque chose a vacillé dans son regard. Une pause d'une demi-seconde. Le porte-document avec le sceau de l'IGA, l'enveloppe diplomatique estampillée en rouge, le badge de l'ONU avec sa Kremsers, photo. Quelque chose au fond de lui, un instinct enfoui que 6 ans de pouvoir absolu et sans contrôle n'avaient pas tout à fait étouffé. Lui a soufflé un mot, « Arrête ». Il n'a pas écouté. Du bidon. Il a ramassé le badge de l'ONU, l'a examiné rapidement et l'a jeté de côté comme un emballage de bonbons. Tout ça, c'est du faux. Absolument tout. Il a tendu la main vers l'enveloppe diplomatique scellée. La voix de Soline s'est fait entendre immédiatement. Calme, précise. Gardien Morvan, il s'agit d'un pli diplomatique scellé, appartenant à un grand fonctionnaire de l'État. L'ouvrir sans autorisation constitue une infraction pénale grave au titre de l'article 226 à 15 du Code pénal concernant la violation du secret des correspondances par un agent dépositaire de l'autorité publique.
Il l'a regardée, a tenu l'enveloppe entre deux doigts, a souri, et l'a déchirée, avec son index, d'un geste lent et théâtral, sans jamais rompre le contact visuel. C'était l'infraction numéro 3. Destruction de documents officiels. Privation illégale de liberté. Et maintenant, violation de plis diplomatiques protégés. 3 délits distincts, 3 peines de prison potentielles. Chacune d'elles capturée par la caméra au témoin rouge dans le coin supérieur, dont Morvan avait oublié l'existence. Il a sorti les documents qu'elle contenait. 3 pages de notes de synthèse, classifiées, portant le sceau de l'IGA et la mention « Secret Defense » imprimée, en rouge et en gras en haut des pages. Des documents que Morvan, simple gardien, de la paix sans habilitation de sécurité de haut niveau, n'était absolument pas autorisé à consulter. Il les a lus pourtant, lentement, passant son doigt sur chaque ligne comme un enfant déchiffrant des mots trop grands pour lui. Puis il a fait pire encore. Il a sorti son téléphone portable personnel et a pris en prise. Photos, chaque page. 1, 2, 3. Le déclic de l'appareil a retenti 3 fois dans la pièce silencieuse. Infraction numéro 4. Compromission de secret protégé sur un appareil personnel non sécurisé. Il a glissé le téléphone dans sa poche avec un sourire satisfait. Lecture intéressante pour une mendiante, a-t-il dit. Qui vous a donné ça? Votre contact? Soline n'a rien dit. Ses mains sont restées à plat sur la table. Son visage est resté impassible. Puis Morvan a fouillé dans la poche latérale de son sac. Ses doigts ont trouvé un petit objet. Il l'a sorti et l'a tenu en l'air, le faisant osciller sous la lumière crue du néon. La petite croix en or de sa mère. Là, Shen a accroché la lumière et a balancé doucement. Gauche, droite, gauche. Comme un pendule marquant le compte à rebours de sa chute. C'est quoi ça? Un porte-bonheur pour votre prochain voyage de passeuse? Il a dit cela d'un ton détaché, comme s'il s'agissait d'une plaisanterie. Comme si ce collier n'était pas la dernière chose que la mère de Soline avait déposée dans sa main avant de s'éteindre. Comme si ce n'était rien. Pour la première fois, quelque chose a bougé dans le regard de Soline. Pas de la colère. Quelque chose de plus profond, de plus ancien. Une blessure qui n'avait rien à voir avec des aéroports, des badges ou des hommes en uniforme. Pendant une demi-seconde, l'armure s'est fissurée. Et sous cette armure se tenait une fille à qui sa mère manquait. Mais elle l'a surmontée. Elle a croisé ses mains à nouveau. Et quand elle a parlé, sa voix portait le poids d'une femme qui avait passé 11 ans à poursuivre en justice des personnes exactement semblables à l'homme debout devant elle. Gardien Morvan, je vous notifie formellement que chacun de vos actes est actuellement enregistré par la caméra de surveillance de cette pièce, ainsi que Jen Vedve, par votre caméra piéton. Je vous informe également que j'invoque formellement mon droit, au titre de la directive interne de sécurité 257/11, de demander la présence immédiate de l'officier de permanence. Morvan a penché la tête. La directive quoi? La directive 257/11, page 84, de votre manuel de déontologie. Il l'a dévisagé, l'air vide. Il n'avait jamais ouvert ce manuel. Il n'avait certainement jamais atteint la page 84. Il l'a regardé de la manière dont un animal perçoit un son qu'il ne comprend pas. Confus, irrité. L'agressivité bouillonnait toujours juste sous la surface. Ma grande, je ne sais pas sur quelle planète vous croyez être, mais dans cette pièce, il n'y a pas de manuel. Il n'y a pas de directive. Il n'y a que moi. Il a jeté la croix sur la table. Elle a rebondi une fois et a glissé vers Soline. Elle l'a recueillie d'une main, l'a serrée doucement dans son poing et n'a rien dit. Morvan a contourné la table, lentement, délibérément. Il a détaché une pochette de son ceinturon et en a sorti une paire de colliers de serrage en plastique noir. Des serflex de contention. Le plastique a émis un cliquetis sec. Lorsqu'il les a déployés, il s'est placé directement derrière la chaise de Soline, les mains dans le dos. Soline n'a pas bougé.
J'ai dit les mains dans le dos. Tout de suite. Elle a parlé. Très doucement. Si doucement que Morvan a dû se pencher pour l'entendre. Gardien Morvan, avant que vous ne fassiez cela, je vais glisser ma main dans la poche intérieure de mon manteau. Je vais en sortir un seul objet. Je vous l'annonce à l'avance afin que votre caméra piéton et la caméra de cette pièce enregistrent clairement ce qui va suivre. Elle a fait une pause. A laissé chaque mot s'installer. Consentez-vous à ce que je sorte cet objet? Morvan a presque ri. Il a ri d'ailleurs. Un rire court, mesquin et fatigué. Je vous en prie, madame. Il a écarté les mains, les serflex oscillant dans son poing droit. Sortez ce que vous voulez. Faites-vous plaisir. Il souriait à nouveau. Ce même sourire. Celui du comptoir. Celui qui avait déclenché tout cela. Ce serait la dernière fois que quelqu'un dans ce bâtiment verrait ce sourire sur son visage. La main droite de Soline s'est déplacée lentement, délibérément, vers la poche intérieure de son manteau. Ses doigts se sont refermés sur un petit objet plat, en cuir. Et elle a commencé à le sortir. Elle l'a sorti. Un portefeuille de fonction en cuir marron foncé, au bord, gaufré d'or. Assez petit pour tenir dans la poche d'un manteau, assez lourd, pour changer chaque vie présente dans cette pièce. Elle ne s'est pas pressée. Elle l'a posé sur la table en acier. L'a ouvert lentement. De la manière dont on ouvre une porte dont on sait qu'elle mène à une pièce pleine de gens qui ne sont pas prêts à voir ce qui se trouve de l'autre côté. À gauche, une plaque officielle d'un grand corps de l'État. Argent et or. Poli. Brillant sous le néon, comme si elle avait attendu cet instant précis toute son existence. À droite, une carte professionnelle. Fond blanc, encre bleue, sceau, officiel de la République française, ministère de l'Intérieur. Et sous le sceau, en lettres capitales nettes et indubitables. Soline Sissoko. Directrice. Générale de l'inspection. Générale de l'administration, nommée par décret du président de la République, en Conseil des ministres. Sous cette mention, une seule ligne, celle qui allait mettre fin à la carrière de Tanguy Morvan, à sa retraite et à sa liberté. Autorité de contrôle, d'inspection sur les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des services de sécurité. Elle a fait glisser le portefeuille sur la table vers lui, doucement, de la manière dont on présente un acte de décès aux proches. Puis elle a posé sa carte de sécurité, d'accès de haut niveau à côté. Sa photo, le sceau du ministère, le genre de laissez-passer qui ouvre des portes dont la plupart des gens ignorent jusqu'à l'existence. Morvan a baissé les yeux. Le sourire ne s'est pas estompé. Il est mort par étapes, comme une bougie pincée par des doigts glacés. D'abord, les coins de sa bouche sont retombés, puis ses lèvres se sont figées, puis sa mâchoire s'est détendue, lentement, comme si les muscles qui la maintenaient avaient simplement lâché. La couleur a quitté son visage en vagues successives, les joues d'abord, puis les lèvres, puis tout le reste, s'écoulant comme l'eau d'une baignoire qu'on vide. Sa voix est sortie brisée et chevrotante. Une voix que personne dans ce bâtiment ne lui avait jamais entendue. Cède. Ce n'est pas. Ce sont des faux. Soline n'a pas scié. Gardien Morvan, prenez votre téléphone de service fourni par l'administration. Ouvrez l'application de l'annuaire du ministère. Recherchez les mots. Directrice générale, IGA. Dites-moi ce que vous voyez. Il n'a pas bougé. Ses mains étaient figées le long de son corps. Les serflex en plastique pendaient de son poing droit comme un accessoire de théâtre dont la pièce venait d'être annulée. Ouvrez-la, gardien. Sa main tremblait lorsqu'il a sorti le téléphone de sa poche et a tapoté l'écran. Ses doigts tremblaient tellement qu'il s'y est repris à 2 fois pour ouvrir l'application. Il a tapé les mots. L'écran a chargé les données. Et elle était là. Soline Sissoko. Photo. Titre. Sceau. Ligne directe. Date de prise de poigne. Fonction. Autorité de rattachement. Le ministre de l'Intérieur et le premier ministre. Le même visage qui se tenait assis en face de lui en ce moment. La même femme dont il venait de déchirer le passeport en 2. Dont il avait empoigné le bras.
dont il avait balancé la croix de la mer comme une vulgaire pièce à conviction. Le téléphone lui a échappé des mains et a heurté la table en acier dans un bruit sec. Ce bruit a provoqué des pas dans le couloir. Régis Tavernier est apparu, dans l'encadrement de la porte. Derrière lui, 2 jeunes agents de la PAF, les yeux écarquillés, encore assez novices, pour comprendre que quelque chose venait de tourner horriblement mal. Le regard de Tavernier s'est posé sur la table en premier. Le portefeuille ouvert. La plaque. La carte de sécurité. Puis ses yeux ont rencontré le visage de Soline. Il a reculé physiquement d'un pas complet. Son épaule a heurté le montant de la porte. Les 2 agents derrière lui ont fait de même. L'un d'eux a murmuré, d'une voix à peine audible, mais que la caméra du plafond a clairement enregistré. « Oh, non, oh, non, 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 non !» Ce recul n'avait rien d'une image. Il était bien réel. 3 hommes en uniforme, reculant devant une femme qui n'avait pas haussé la voix une seule fois durant toute la rencontre. Soline s'est levée lentement. Elle a boutonné son manteau, a repris la croix d'or sur la table et l'a remise autour de son cou, puis elle a posé les yeux sur Tavernier. Superviseur Tavernier, le gardien Morvan n'est plus en charge de ce contrôle. Vous allez immédiatement consigner tous les enregistrements de la caméra piéton. De cette pièce, toutes les images de vidéosurveillance du terminal 2 hommes et de ce couloir, ainsi que le téléphone personnel du gardien Morvan, qui contient des photographies de documents classifiés qu'il n'était pas autorisé à consulter. Rien ne sera supprimé, modifié ou transféré. Est-ce bien clair? La bouche de Tavernier s'est ouverte, fermée, ouverte à nouveau. Oui. Oui. Madame. Soline a ramassé la radio de Morvan sur la table. Elle a appuyé sur le bouton de transmission. Sa voix était calme, posée. La même voix qu'elle avait utilisée toute la nuit, sauf que désormais, tout le bâtiment pouvait l'entendre. À toutes les unités, ici la directrice générale de l'IGA, Soline Sissoko, je déclare l'ouverture d'une enquête immédiate de l'IGA à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, Terminal 2, Comptoir 12 et salle d'examen numéro 4, à compter de 22h14. L'inspection générale prend le contrôle de cette zone. Que l'officier de permanence se rende immédiatement à ma position. Gendarme des transports aériens, veuillez escorter le gardien Tanguy Morvan, matricule 318, en cellule de rétention administrative, dans l'attente de son audition formelle. Personne ne quitte ce terminal sans l'autorisation de mes services. Confirmez la réception. Un long silence a plané sur le canal. Puis des grésillements ont retenti. Une voix, nette, alerte, dépouillée de toute nonchalance, a répondu. Bien reçu, Madame la directrice générale. Gendarme de la GTA en route. Arrivée prévue dans 2 minutes. Soline a reposé la radio sur la table. Morvan était toujours assis sur sa chaise. Les serflex étaient tombés au sol. Ses mains étaient sur ses genoux. Ses yeux fixaient le carrelage. Sa bouche était restée entr'ouverte, comme celle d'un homme qui venait de voir sa vie entière s'effondrer et qui n'avait pas encore compris comment refermer sa mâchoire. Il ne souriait plus. Il ne sourirait plus. Jamais de cette façon. Pendant un long moment, le seul bruit dans la pièce fut le ronronnement de la ventilation et les légers grésillements de la radio posée sur la table. Puis, Morvan a pris la parole. Sa voix est sortie faible et brisée, n'ayant plus rien de commun avec celle qu'il avait traitée de pathétique 10 minutes plus tôt. Ce n'était plus la même voix. C'était une voix minuscule. La voix d'un homme qui venait de réaliser que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Madame la directrice générale, je ne savais pas. Je le jure. Je ne faisais que mon travail, je suivais la procédure. Si j'avais su qui vous étiez, je n'aurais jamais. Soline l'a interrompu, sans élever la voix. Elle n'en avait pas besoin. Elle n'avait jamais eu besoin d'élever la voix. Si vous aviez su qui j'étais, vous ne l'auriez pas fait. Elle a laissé cette phrase planer dans l'air. L'a laissé remplir la pièce. L'a laissé atteindre chaque recoin, chaque caméra, chaque micro. Puis elle s'est penchée en avant, juste un peu, juste assez.
ce qui signifie que la seule chose que vous regrettez, c'est l'identité de la personne sur qui vous êtes tombé, et non pas ce que vous avez fait. Marvin a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Il y avait 36 autres femmes noires qui sont passées par votre file d'attente. Ce soir, gardien Morvan. 36. Étaient-elles toutes des passeuses? Étaient-elles toutes des mendiantes? Étaient-elles toutes pathétiques? Le silence. Complet. Absolu. Le genre de silence qui ressemble à un verdict de tribunal. Morvan a fixé le sol. Ses lèvres ont bougé une fois, mais aucun mot n'est sorti. Il n'y avait plus de mots. Tout ce derrière quoi il s'était abrité, sa plaque, son sourire, son uniforme, son autorité avait disparu. Balayé. En quelques secondes. Et ce qui restait en dessous était exactement ce que Soline avait vu dès l'instant où elle s'était présentée au comptoir 12. Rien. La porte s'est ouverte. 2 gendarmes des transports aériens sont entrés. Grands, armés, le visage fermé et professionnel. Derrière eux se tenait l'officier de permanence, un commandant de police en costume sombre portant ses insignes au revers. Le commandant a regardé Soline, puis le portefeuille de Poindez. Fonction restée ouvert sur la table. Il s'est redressé visiblement. Madame la directrice générale, nous sommes à vos ordres. Soline a hoché la tête. Le gardien Morvan doit être escorté en détention administrative. Notifiez-lui ses droits administratifs. Saisissez son arme de service, sa plaque, son téléphone personnel et sa caméra piéton. Placez le tout sous scellé. La chaîne de transmission des preuves commence maintenant. Les gendarmes ont agi sans hésitation. L'un d'eux s'est placé derrière Morvan. L'autre a tendu la main. Votre arme. Gardien. La main de Morvan tremblait lorsqu'il a retiré son arme de service de son étui, pour la poser sur la table. Puis sa plaque, matricule 318, est tombée dans un sachet de preuves en plastique transparent, avec un cliquetis sec. Puis son téléphone. Puis sa caméra piéton, détachée de sa poitrine et scellée dans un second sachet. Il a été escorté hors de la pièce, le long du couloir, à travers la porte et ramené dans le terminal 2. Ce même terminal où, 15 minutes plus tôt, il régnait en maître. Il est passé devant le comptoir 12, son comptoir. La file de voyageurs était toujours là. Certains d'entre eux étaient les mêmes personnes qui l'avaient regardé déchirer un passeport en deux. Ils le regardaient maintenant, encadré par 2 gendarmes, sans plaque, sans armes, sans sourire. Maëlys Gomis se tenait toujours vers la fin de la file. Son téléphone était levé. Elle a capturé son visage au passage. Pâle, creusé, les yeux fixés sur le carrelage. Cette séquence allait atteindre 28 millions de personnes en moins de 72 heures. Mais cela, c'était pour plus tard. Pour l'instant, Soline avait une autre personne à gérer. Elle s'est tournée vers Régis Tavernier, qui se tenait toujours figé dans l'encadrement de la porte 2, la salle 4, son téléphone à la main, comme s'il avait oublié qu'il le tenait. Superviseur Tavernier, vous êtes suspendu de vos fonctions à titre conservatoire avec effet immédiat. Vous avez vu le gardien Morvan s'approcher de votre cabine ce soir. Vous avez regardé le passeport. Vous lui avez dit, et, je vous cite, « Fais ce que tu as à faire ». Puis vous êtes retourné à votre téléphone. Le visage de Tavernier est devenu livide. Je dispose des enregistrements de votre caméra piéton. J'ai les images de la vidéosurveillance du plafond. Nous aurons une très longue conversation demain. Votre plaque, s'il vous plaît. Tavernier a détaché sa plaque d'une main tremblante et l'a tendue. Soline l'a prise sans le regarder. Puis elle est sortie, a remonté le couloir, a franchi la porte et est revenue dans le terminal 2E. La file d'attente qu'il avait vue se faire emmener de force, la regardait maintenant revenir, droite, calme, sa croix, d'or captant la lumière à son col. Une femme noire plus âgée, près du comptoir 8, a porté la main à sa bouche. Des larmes coulaient silencieusement sur ses joues. Un jeune père noir, 3 places, plus loin, a hissé sa petite fille sur ses épaules. Regarde. A-t-il chuchoté. Regarde-la. Soline les a vus.
Elle n'a pas fait de geste, n'a pas parlé. Elle a simplement incliné la tête. Une fois. Le genre de signe qui dit « Je vous vois. Je vous ai toujours vu. » Et elle a continué sa route. L'affaire a éclaté avant le lever du soleil. À 1h36 du matin, Maëlys Gomis, assise en tailleur sur son lit de chambre universitaire à la Sorbonne, a mis en ligne une vidéo de 4 minutes et 11 secondes sur TikTok. Elle l'a intitulée « Je viens de voir un agent de la PAF déchirer le passeport d'une femme à Roissy CDG. » Puis elle a sorti une plaque officielle de l'État. Regardez-la. Suite. À 6h00 du matin, la vidéo comptait 3 millions de vues. À midi, elle avait dépassé les 18 millions. À la fin de la deuxième journée, elle avait été visionnée 28 millions de fois. La séquence montrant le visage de Mervyn Blem, défait, escorté à travers le terminal 2E par 2 gendarmes, est devenue l'image la plus partagée sur toutes les plateformes pendant 3 jours consécutifs. La presse nationale s'est emparée de l'affaire en premier. Les chaînes d'information en continu ouvraient leurs journaux en direct depuis l'aéroport de Roissy, la voix des présentateurs teintée d'une stupéfaction contenue. Un fonctionnaire de la police aux frontières de cet aéroport a détruit le passeport français et placé en rétention administrative la directrice générale de l'Inspection générale de l'administration elle-même, la responsable dont les services contrôlent précisément l'ensemble de son administration. Dès 8h00, le cabinet du ministre de l'Intérieur publiait un communiqué officiel. Le comportement de l'agent Mervyn constitue une violation caractérisée de l'éthique et des valeurs républicaines que chaque policier s'engage à servir. Il a été suspendu de ses fonctions avec effet immédiat. Le ministère apporte son soutien total à la directrice générale de l'IGA et aux investigations en cours. And one. Le mot dièse, Soline Sissoko, est resté en tête des tendances nationales, pendant 19 heures d'affilée, accompagné de Comptoir 1-2 et Abuse de pouvoir. Chacun de ces mots dièses attirait des millions de commentaires, de partages et témoignages de personnes qui voyaient dans le visage de Soline le reflet de Prue, leur propre vécu. Mais l'indignation publique n'était que la partie visible. En coulisses, la machine de la justice administrative et pénale s'était mise en branle. L'Inspection générale de l'administration a ouvert une enquête approfondie, non seulement sur Mervyn, mais sur l'ensemble de l'organisation de la PAF, Terminal 2E de Roissy CDG. Le dossier professionnel de Mervyn fut examiné en premier. 6 ans de service, 4 plaintes antérieures pour profilage racial, déposées contre lui par des voyageurs d'origine africaine et maghrébine. 4 plaintes. Chacune d'elles avait été examinée par le même superviseur, Régis Tavernier. Chacune d'elles avait été classée sans suite et archivée. Aucune enquête réelle, aucun signalement, juste enterré. Le dossier de Tavernier fut examiné ensuite. En 23 ans de carrière, 53 plaintes officielles concernant des agents sous sa responsabilité étaient passées sur son bureau. 53. Parmi celles-ci, 49 avaient été classées sans aucune suite. Le schéma n'avait rien de subtil. C'était un fonctionnement systémique. Ensuite, les enquêteurs ont extrait les données statistiques du service. Les chiffres étaient accablants. Au terminal 2, les voyageurs d'origine extra-européenne ou issus de minorités étaient envoyés au contrôle secondaire à un taux 4, 2 fois supérieur à celui des voyageurs d'apparence caucasienne, présentant des itinéraires, des documents et des historiques de voyage strictement identiques. 4, 2 fois plus. Ce n'était pas une marge d'erreur. Ce n'était pas une anomalie. C'était une pratique établie, non écrite, non formulée, mais appliquée chaque nuit par des agents comme Mervyn et couverte par des supérieurs comme Tavernier. Et puis il y avait le téléphone personnel de Mervyn. Lorsque les techniciens de la police scientifique l'ont déverrouillé, ils ont retrouvé les 3 photographies de documents classifiés prises dans la salle d'examen numéro 4. Mais ils ont également découvert autre chose, un groupe de discussion WhatsApp, actif depuis 18 mois contenant 3 autres agents de la PAF. Les messages contenaient des propos injurieux sur les voyageurs, des blagues racistes, des
Photos de passeports de passagers partagées avec des émojis moqueurs et des commentaires qui rendraient la tâche du procureur particulièrement aisée. Les 4 agents ont fait l'objet d'une procédure disciplinaire pour faute grave. Tous les 4 ont été suspendus de leurs fonctions dans la semaine. 6 semaines après l'incident du comptoir 12, la procureure de la République, près le tribunal judiciaire de Bobigny, s'est présentée devant les journalistes pour annoncer la mise en examen de Tanguy James Morvan pour 6 infractions pénales graves. Destruction de documents officiels par dépositaire de l'autorité publique. Article 441A1, abus d'autorité commis contre des particuliers. Article 432A4 du Code pénal, détention arbitraire par dépositaire de l'autorité publique, violation du secret des correspondances, compromission du secret de la défense nationale et faux en écriture publique. Dans son rapport rédigé le soir même de l'incident, Morvan avait écrit que la passagère, Soline Sissoko, s'était montrée agressive et avait refusé d'obtempérer aux consignes verbales. Chaque seconde de vidéo de chaque caméra de l'aéroport montrait l'exact contraire. Elle n'avait jamais haussé la voix. Elle n'avait jamais fait de gestes brusques. Elle n'avait opposé aucune résistance. Il avait menti par écrit, sous serment, et les caméras avaient enregistré chaque seconde de la vérité. Le procès a duré 9 jours. La défense n'avait presque aucun argument à faire valoir. Les images de la caméra piéton étaient accablantes. Son propre équipement avait enregistré toute la scène, du premier ricanement au dernier, Serflex. Soline Sissoko a témoigné à la barre pendant 23 minutes. Elle a décrit les événements avec calme, précision, sans jamais élever le ton. Le tribunal l'a écouté dans un silence absolu, identique à celui du comptoir 12. Les juges ont délibéré pendant 1 heure et 12 minutes. Coupable sur l'ensemble des chefs d'accusation. Le président du tribunal correctionnel a prononcé la sentence 3 semaines plus tard. Il a fixé Morvan du regard pendant un long moment avant de prendre la parole. Vous étiez dépositaire de la force publique, vous disposiez de l'autorité. Vous aviez la confiance des citoyens. Et vous avez utilisé tout cela pour humilier, rabaisser et maltraiter une femme dont le seul tort était son apparence. Ce tribunal ne fermera pas les yeux. 3 ans de prison ferme, sans aménagement de peine possible à ce stade, 125 000 € d'amende et une interdiction définitive d'exercer toute fonction publique ou de sécurité sur le territoire national. Régis Tavernier a plaidé coupable pour complicité par omission et manquement à ses obligations de contrôle. Il a été condamné à 18 mois de prison avec sursis, 40 000 € d'amende et une interdiction définitive d'exercer dans la fonction publique. Il a été vu pour la dernière fois travaillant comme vendeur de véhicules d'occasion dans un garage en grande banlieue parisienne, bien loin de l'aéroport, où il passait ses journées à faire défiler son téléphone pendant que ses agents agissaient à leur guise. Les 3 autres agents du groupe WhatsApp ont été révoqués de la police nationale. 2 d'entre eux ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour des faits d'incitation à la haine raciale dans l'exercice de leur fonction. Leur procès était en attente. Et Soline Sissoko? L'État lui a proposé une indemnité administrative de 2,3 millions d'euros en réparation du préjudice subi. Elle l'a refusé. À la place, elle a exigé que l'intégralité de cette somme soit allouée au financement d'une nouvelle structure. L'Observatoire national des droits des voyageurs. 1. Organisme d'audit indépendant, composé de professionnels de la protection des droits, habilité à contrôler en temps réel les procédures d'orientation vers les contrôles secondaires dans les aéroports français. 60 jours après le verdict, un contrôle systématique et indépendant de toutes les procédures de contrôle approfondies est entré en vigueur dans l'ensemble des points de passage frontaliers du territoire national. Chaque procédure, chaque agent, chaque vacation fait désormais l'objet d'un suivi rigoureux. C'était précisément la réforme que Soline Sissoko tentait d'imposer depuis 2 ans. Elle avait rédigé les rapports, présenté les projets devant plusieurs commissions parlementaires, défendu son dossier avec des chiffres, des précédents et des arguments logiques.
Personne n'avait voulu l'écouter, jusqu'à ce qu'un agent du comptoir 12 ne déchire son passeport en deux. Alors, où en sont-ils aujourd'hui? Tanguy Morvan purge sa peine de 3 ans d'emprisonnement dans un centre de détention. Il a perdu ses droits à la retraite de fonctionnaire. Son agrément d'agent de la force publique a été définitivement révoqué. Sa compagne a demandé le divorce quelques semaines après son incarcération. Si vous cherchez son nom sur Internet aujourd'hui, la première image qui apparaît est sa photo d'écrou. Le même visage qui souriait en déchirant le passeport d'une femme fixe désormais. L'objectif de l'administration pénitentiaire, le regard vide. Aucun service d'ordre, aucune agence de sécurité ne l'emploiera plus jamais. L'homme qui régnait sur le comptoir 12 prend désormais ses repas dans un réfectoire où d'autres lui imposent l'heure de se lever et de s'asseoir. Régis Tavernier n'a plus jamais retravaillé pour l'État. Après sa condamnation, il a postulé pour de nombreux emplois nécessitant une vérification du bulletin. Numéro 2 du casier judiciaire. Il a été écarté à chaque fois. Il vendait voitures d'occasion dans un garage de banlieue. Ses collègues ignorent tout son passé, tout comme ses clients. Mais lui s'en souvient. Chaque jour. Les 3 autres agents de la discussion de groupe ont tous été révoqués. Leurs noms figurent dans les registres publics. Leurs carrières au sein de la police sont terminées. Emma Elise Gomis, l'étudiante en journalisme de 20 ans qui se tenait à quelques mètres de là, le téléphone tremblant mais l'objectif fixé sur l'injustice, elle a obtenu une bourse d'excellence en journalisme d'investigation. Elle a terminé ses études parmi les premières de sa promotion et a été recrutée comme reporter au pôle enquête du journal Le Monde, couvrant les questions de case, liberté publique et de fonctionnement des institutions. La vidéo qu'elle a filmée ce soir-là, c'est 4 minutes et 11 secondes qui ont changé le cours de plusieurs existences, reste épinglée en haut de son profil social. Elle compte aujourd'hui plus de 28 millions de vues et le chiffre continue de grimper. Soline Sissoko est toujours à la tête de l'inspection générale de l'administration. 6 mois après le procès, le gouvernement l'a nommée à la tenue d'Ophé, présidence d'une commission interministérielle sur la déontologie et la lutte contre les discriminations dans les forces de l'ordre. Elle a accepté. Elle porte toujours la croix en or de sa mère, sous chaque vêtement, devant chaque pupitre. Dans chaque pièce où il est nécessaire de rappeler que la dignité humaine n'est pas négociable. 1 an après la nuit du comptoir 12, Soline a de nouveau traversé l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Terminal 2E. Les mêmes néons. Le même sol ciré. Le même couloir. Le même comptoir. Mais le comptoir 12 avait un autre visage. Il était tenu par un nouvel agent, une jeune femme d'une vingtaine d'années, les cheveux soigneusement attachés sous sa casquette de la PAF. Elle était en train de vérifier un passeport lorsqu'elle a levé les yeux et a vu Soline approcher. Elle l'a reconnue instantanément. Ses yeux se sont légèrement écarquillés, mais elle a conservé son professionnalisme. Elle a pris le nouveau passeport de Soline, l'a scanné. Vert. Valide. Du premier coup. Puis elle lui a adressé un sourire. Un vrai sourire. Le genre qui éclaire une pièce au lieu de la vider. Bon retour parmi nous, madame. Bon voyage. Soline lui a rendu son sourire, a repris son passeport, et s'est dirigée vers sa porte d'embarquement. Au-dessus d'elle, dans le coin, sous sa bulle de verre, la même caméra enregistrait toujours, surveillant les lieux. Mais cette fois, elle n'avait rien d'anormal à signaler. Alors, je vous laisse sur cette réflexion. Quand le prochain fonctionnaire en uniforme posera son regard sur quelqu'un, non pas pour vérifier ses documents ou son passeport, mais pour juger sa peau, et qu'il décidera en une fraction de seconde que cette personne n'est pas à sa place, que son nom est suspect, que sa présence est une anomalie. Que ferez-vous? Pas qu'aimeriez-vous faire. Que ferez-vous réellement? Quand vous serez debout dans cette file, que vous l'entendrez, que vous le verrez, alors que tout le monde autour se fige et garde le silence. Que ferez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Je veux vous lire. Chacun d'entre vous. Et si cette histoire a résonné en vous, si elle vous a interpellé,
Si elle vous a donné envie de la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, alors signalez-le, abonnez-vous, activez les notifications. La semaine prochaine, nous raconterons l'histoire d'un agent d'entretien dans une grande firme financière qui s'est avéré détenir une part importante du capital de l'immeuble. Vous ne voudrez pas rater celle-là. D'ici là, gardez ceci en mémoire. La dignité n'est pas une chose que l'on doit prouver par un titre ou un document de fonction, et le jour où il faut présenter des lettres de créance pour être traité de manière humaine à un guichet, c'est ce guichet qui est brisé. Pas vous. Jamais vous. Laissez-moi m'arrêter un instant pour échanger directement avec vous. Voici les 3 enseignements que je retiens de cette histoire. Juste 3. Premièrement, vous n'avez pas à vous justifier auprès de personnes qui ont déjà fait le choix de ne pas vous respecter. Face à l'injustice ou au mépris, le premier réflexe est souvent d'expliquer, de se défendre, de prouver sa bonne foi. Mais la réalité, c'est que ceux qui ont de la considération pour vous le savent déjà. Quant aux autres, aucune explication ne parviendra à leur ouvrir les yeux s'ils refusent de voir. Deuxièmement, le calme n'est pas de la faiblesse. On nous apprend parfois qu'il faut répondre à l'agression par l'agression, s'aligner sur l'énergie de l'autre. Pourtant, la personne la plus forte dans une pièce est souvent celle qui refuse de perdre son sang-froid parce qu'elle n'a pas besoin de remporter une dispute stérile pour connaître sa propre valeur. Elle sait déjà qui elle est. Et le troisième point, celui qui m'accompagnera longtemps, le silence est aussi un choix. Face à une injustice qui se déroule sous vos yeux, vous taire n'est pas une posture de neutralité. C'est prendre parti. Il y a peu, être quelqu'un autour de vous aujourd'hui qui a besoin que vous ne détourniez pas le regard. Parfois, le simple fait d'être un témoin lucide et présent change tout. Dites-moi, quelle a été la dernière fois où l'on vous a sous-estimé, et comment avez-vous réagi? Je lis chaque commentaire. Si cette histoire a fait écho à votre propre expérience, signalez-le, abonnez-vous et partagez-la autour de vous, ce soir. N'oubliez jamais que vous n'avez besoin de la permission de personne pour connaître votre propre valeur. Vous ne l'avez jamais eue.